Ok, salut tout le monde. Donc aujourd'hui, je vous emmène à presque 6000 kilomètres de Montréal où je me trouve. On va dans le sud de la France à la rencontre d'Yvan Cam, qui est le fondateur d'une belle école qui porte le nom de l'art de la respiration. Donc une école où on apprend en fait aux gens à respirer correctement. Euh, donc vous allez voir, quand on discute avec Yvan, on est dans du concret, on est dans du très solide, et c'est ce qui fait ce genre de discussion passionnante. Euh, Petite anecdote, j'ai rencontré Yvan sur Internet. Je ne sais plus comment exactement, mais en fait, j'ai vu son travail, j'ai trouvé que c'était intéressant, j'aimais vraiment son approche que je trouve très similaire à l'approche que moi j'aime bien développer dans ce que je fais. Et en fait, en discutant un peu plus, en sympathisant un peu plus, on a découvert en fait qu'on avait des points communs. Donc déjà, on est tous les deux scientifiques, on a tous les deux fait un doctorat en microbiologie et on est aujourd'hui encore, on est tous les deux microbiologistes. Alors, je ne sais pas si c'est ce parcours similaire qui fait que ça nous a amené à développer un- une approche similaire sur notre pratique de la respiration et en ce qui me concerne la respiration et l'exposition au froid. Mais toujours est-il que voilà, on a ce point commun de développer une sorte d'approche assez analytique, un esprit critique sur ce genre de pratique, mais toujours, comment dire, accompagné d'une très grande curiosité. Donc voilà, ça c'était un premier point important. Deuxième point, alors ça c'est marrant parce que, donc, comme je disais, on a sympathisé à près de 6000 kilomètres de distance et on a découvert qu'on avait un ami commun. Alors en ce qui me concerne, c'est un ami du lycée. Yvan en parle pendant l'interview. Il s'agit d'un d'un médecin ostéopathe avec qui Yvan collabore. Euh, Et voilà, donc pour moi, c'est un ami du lycée. Aujourd'hui, c'est un collègue d'Yvan. Et voilà, on a découvert ça par hasard, alors que voilà, on est à 6000, presque 6000 kilomètres l'un de l'autre, quoi. Euh, donc voilà, la vie réserve parfois des surprises intéressantes. Euh, donc je vous laisse en présence d'Yvan, enfin en compagnie d'Yvan et de moi-même. J'espère que ça va vous intéresser. J'ai envie de dire que oui, parce que c'est quand même c'est du costaud, c'est dense. Euh, vous allez voir. Et voilà, on est parti. Ok. Bon, et ben voilà. Alors, salut Yvan. Salut. Merci de me rejoindre enfin, ce matin pour moi, cet après-midi pour toi, voilà, parce on est en mode Québec, sud-ouest de la France, hein, c'est ça, tu es à Toulouse, hein? Moi, ouais, je suis à Toulouse. Ouais. Ouais, ouais, très belle ville. Tu Euh, connais? ouais, un peu, ouais. Très belle ville, bonne nourriture à Toulouse, hein. Yes. Ouais. Et alors, donc la raison pour laquelle tu es avec moi ce matin, c'est que tu as fondé une école d'apprentissage de la respiration, dont tu es Oui. le moniteur principal, si j'ose Mhm. dire. Enfin, voilà. Tu formes d'autres moniteurs, hein, c'est ça, hein. Vous êtes Yes, tout à maintenant, fait. vous êtes combien maintenant? Là, il y en a une dizaine qui vont bientôt être finalisées. Ok, On a eu des retards avec ouais, évidemment les confinements, etc. Et là, il y en a cinq autres qui arrivent. ok, Donc, c'est d'accord. parti un peu sur toute la France. Ok, c'est cool, voilà. Mm. Donc voilà, donc l'école qui s'appelle l'art de la respiration. Ouais, tout à fait. Très, très joli, enfin très joli nom et intéressant parce que déjà je peux te demander, voilà, c'est vrai que pourquoi l'art de la respiration, enfin on a souvent tendance, on n'a pas tendance à associer dans notre tête hein, la respiration comme un art, mais Mm. alors qu'en fait ça en est un. Et est-ce que tu peux élaborer un peu autour de ça? En fait, le terme art est intéressant puisque ça mélange à la fois le côté, la respiration amène à la fois ce côté introspectif qui est propre à l'art, une technicité aussi hein, Mhm. Oui, qui est importante, et aussi
quelque part un travail sur comment on se sent, sur les émotions, qui est aussi quelque chose de propre à l'art. Donc, c'est un terme qui me semble assez approprié. Et le côté science de la respiration était un petit peu trop rude, je trouvais. Oui, voilà, parce que du coup, tu avais hésité avec science de la respiration. Ouais, ouais. C'est vrai que science a peut avoir plusieurs définitions, si j'ose dire, hein, entre ouais, voilà, science en tant que savoir, Mm. plutôt en tant que méthode scientifique, qui sont des choses pas forcément associées. Non, art de la respiration, je trouve ça très joli. Voilà, c'était Et ça simple. veut bien dire ce que ça veut dire. Exactement. Mais alors, du coup, j'ai envie, parce que bon, je connais un petit peu ton parcours, hein, et je peux préciser on a quand même des choses en commun au Ouais, niveau pas de notre mal. parcours. Mais j'ai envie de te dire comment est-ce qu'on passe d'un doctorat en microbiologie à une école de respiration. Alors, c'est pas, je passe puisque je fais les deux en parallèle toujours, hein. Ouais. Ça, c'est quand même important. Non, en fait, l'idée, c'était plutôt, au départ, c'est une pratique martiale, on va dire, pour faire simple, qui s'appelle le Mhm, systéma. C'est un art martial russe qui est hyper centré sur la respiration, qui m'a fait mettre le pied là-dedans. Et pour diverses raisons, ça m'a de plus en plus passionné. Et derrière, en fait, là où justement le lien se fait avec le doctorat de microbiologie, et plus particulièrement, moi, mon domaine, c'est vraiment le métabolisme. C'est la capacité, en fait, à venir comprendre les mécanismes qui sont beaucoup plus, on va dire, moléculaires, beaucoup plus physio de mhm, la respiration, et du coup, d'avoir une autre vue sur quelque chose qui, en tout cas, on va dire, dans 99% des cas, tient de l'empirisme pur et dur, mhm, de l'empirisme et de la transmission orale, qui est mhm, finalement rien d'autre que du téléphone arabe sur plusieurs centaines, voire milliers d'années, avec mhm. tous les problèmes que ça peut impliquer. Donc, ce qui m'a fait en fait mélanger les deux et vraiment m'intéresser à la respiration, c'est que justement j'avais des outils, on va dire, plus cartésiens, même si ce n'est pas forcément le bon terme, Mhm. pour aborder cette pratique d'une manière, on va dire, plus objective, et du Ouais. coup de pas forcément se perdre dans les méandres de différentes traditions en plus, ou Mhm. de différentes techniques. Ouais. Non, mais ouais, je vois, parce que c'est vrai que en règle générale, les pratiques respiratoires, on va plutôt tendance à les associer, pardon, voilà, des traditions anciennes Bien sûr. qui, comme tu dis, enfin, ont tout à fait leur domaine de validité, si j'ose dire, mais qui sont, comme tu dis, fondées sur voilà, des connaissances empiriques. Et toi, ce que tu as essayé d'apporter avec de par ta formation, c'est un esprit analytique Ouais, tout simplement. pour voilà, essayer d'un peu de débroussailler tout ça et voir voilà, qu'est-ce que. Ouais, parce qu'en fait, il faut surtout pas croire que justement l'empirisme de la tradition est forcément une faiblesse. Mhm, Quelque part, c'est une pratique qui a plusieurs centaines d'années, voire pour certaines plusieurs milliers d'années, et qui se maintient en termes, on va dire, de sélection naturelle. Il faut à un mhm, moment donné qu'il y ait de la vérité. Parce qu'un pur bullshit qui amène rien est mhm, éliminé avec le temps. Alors tu pourras me parler, oui, mais les religions, machin. Non, si les religions, elles ont duré, c'est parce qu'elles amènent quelque chose. Pas forcément ce à quoi les gens s'attendent, mais elles amènent mhm. quelque chose. Donc, quelque chose qui persiste dans le temps, pour moi, c'est preuve quand même qu'il y a quelque chose à creuser. Donc, Oui. j'attaque jamais en fait les pratiques empiriques. Au contraire, j'essaie de trouver au maximum ce qu'elles proposent pour Mhm, ensuite le passer par mon filtre. mhm. Voilà. Très bien. Ouais. Non, Avec c'est vrai. la Enfin, perte qu'il y a forcément aussi, hein. oui. Non, c'est vrai que enfin, moi, je pense que enfin, ça rejoint ton point de vue, dans le sens où c'est vrai que j'ai souvent Enfin, en ce qui me concerne, je pense qu'une tradition qui s'est maintenue, en soi, c'est pas une preuve de vérité, Non. mais c'est une preuve qu'il faut aller fouiller. Hmm. Il faut aller essayer de comprendre ce qui se passe, quoi. Voilà. Après, on peut être déçu du résultat, on peut Ouais, trouver bien quelque chose sûr. d'incroyable, enfin voilà. Mais au moins, c'est vraiment une preuve que ça doit susciter la curiosité, je pense, quoi. Tout à fait. Voilà. Et Et il alors, y a oui. juste un autre point sur les traditions qui est important. Très souvent, en fait, donc la respiration était utilisée par les traditions. Mais ça ne veut pas Mhm, forcément dire que la respiration était le point central. En fonction des traditions, c'était un vecteur de santé. À l'état pur, on va dire, la finalité était la santé. Pense par exemple au taoïsme. mhm, Certaines respirations sont clairement des pratiques de santé. mhm, À l'inverse, si tu vas prendre le yoga,
le pranayama. Le pranayama, c'est l'art d'utiliser le prana. D'accord. Mhm. Donc l'énergie vitale ou ce que tu veux, on s'en Mhm. fiche. Mais la respiration n'était qu'un vecteur d'utilisation du prana. Donc, ce n'est pas forcément non plus une discipline où la respiration va être utilisée en tant que telle. Ce qui fait que Mhm. parfois, c'est assez difficile de s'y retrouver dans certains motifs respiratoires qui n'ont pas forcément de sens d'un point de vue physio, mais Mhm. qui, si tu te mets dans leur paradigme qui est on pompe le prana de l'univers pour l'intégrer dans le corps, fait sens. Mais est-ce que moi, Mhm. ça m'intéresse de pomper le prana de l'univers? Pas vraiment. Donc, c'est quelque chose que je vais laisser de côté. D'accord. Non, ouais, c'est bien de le clarifier. Non, mais Enfin, le contexte est important. ouais, voilà. Non, non, mais je trouve que ça clarifie bien ton approche et ça m'amène justement à te poser cette question. Parce que voilà, donc toi, tu es issu plutôt donc, du systéma, enfin, ton contact avec avec la respiration, c'est le systéma, donc une tradition du monde russophone, je sais pas comment on doit dire, enfin, Orthodoxe maintenant. russe orthodoxe, d'accord. Ouais, ouais. Après, je pense que si 99% des gens, si tu fais dans la rue, tu vas leur demander, oh, citez-moi une grande tradition culturelle associée à la respiration, ils vont penser à l'Inde, au yoga. Ouais, bien sûr. Je pense que c'est quand même le truc le plus populaire, quoi. Mm. Mais est-ce que, enfin, toi, dans ton parcours, dans les recherches que tu as faites sur la respiration, qu'est-ce que tu as identifié d'autres comme grandes traditions de pratiques Ben, respiratoires? donc, finalement, l'orthodoxie, mais j'irais même au-delà de ça, la chrétienté, même si ce n'est pas affiché comme tel, le travail de la respiration, finalement, est assez important. Je ne suis pas pratiquant ni rien, mais quand tu Mhm. regardes les prières, notamment en latin, le rythme des prières, regarde les D'accord, motifs respiratoires que ça t'oblige à mettre en place pour pouvoir les réciter. Et tu vas trouver des trucs assez intéressants. d'accord. Après, tu as des pratiques plus spécifiques, hein, mais donc, ne serait-ce que la chrétienté en a beaucoup. Le taoïsme, Mhm. c'est un axe de santé qui est assez important. Et la respiration, d'un point de, si tu rentres dans leur paradigme à eux, c'est quelque chose qui est assez intéressant parce que pour eux, ça fait une sorte de pont entre la matière et l'esprit. Donc, il y a quelque Mhm. chose aussi dans la respiration qui est hyper important. Le pranayama, comme tu l'as dit, mais Mhm. tu as aussi des pratiques un petit peu moins évidentes, typiquement certaines pratiques chamaniques où les Mhm. motifs respiratoires vont te servir à te mettre dans des états de conscience modifiés. Donc, D'accord, ouais. en fait, Mhm. tu retrouves vraiment la pratique de la respiration, je dirais, dans énormément de pratiques spirituelles parce que ça te fait varier globalement ton état. Que ce soit ton Ouais. état, on va dire, au niveau du système nerveux autonome, mais Mhm. aussi presque au niveau du système nerveux central, avec un travail vraiment sur le système limbique, etc. Donc ça te met dans des états où tu es plus prompt à toucher, on va dire, une forme de divin. Oui, voilà. Oui, au moins, voilà, ressentir hein, une altération de la conscience, ce genre de Ça. choses, quoi, voilà. Et juste une précision, alors c'est pas une tradition ancienne, mais Mhm. tu as sûrement entendu parler de la respiration holotropique ou du Oui. rebirth, je ne sais jamais lequel des deux. Et Mhm. en fait, c'est quand même issu d'un psychiatre qui Mhm. faisait des travaux sur le LSD. Oui. Et quand en fait, on lui a interdit de faire les travaux sur le LSD dans les années 70, il a juste gardé le motif respiratoire qu'il voyait chez ces gens-là, donc qui étaient en état de conscience très très modifié, et Mhm. il a fait en fait répliquer ces états sur des patients, et il obtenait des effets pas proches du LSD, mais en tout cas curatifs qui étaient Mhm. semblables à ce que tu pouvais avoir par le LSD. Et ça, c'est assez intéressant puisque finalement, c'est des motifs qu'on retrouve dans beaucoup de systèmes qui utilisent les trans. Oui, tout à fait. Ouais. Voilà. Ouais, non, comme tu disais, les traditions chamaniques. Mm. Euh, mais alors, ouais, non, bon, du coup, enfin, j'ai l'impression que ça laisse, hein, c'est que en fait, il y a pas une seule partie de l'humanité qui n'a pas, à un moment donné, essayé de Ah faire ouais, une ouais. sorte de travail Non. sur la maîtrise du souffle, en fait. Que ça Mm. soit ouvertement par des exercices vraiment formellement établis, ou bien par des choses un peu plus dissimulées, comme le rythme des récitations, ou ce genre de choses, quoi. Tu vois, je vais juste revenir un instant sur le taoïsme parce qu'il y a un truc qui est intéressant. La Ouais. respiration taoïste, une des respirations taoïstes, c'est la respiration de la tortue, où l'idée c'est tu dois respirer le plus lentement possible.
Dans les Ok. textes de l'Empereur jaune, il disait que tu as certaines pratiques de santé qui est de retenir ta respiration plusieurs minutes et que ça te mène vers l'immortalité. Bref, c'est pour Mhm. donner l'idée. Mais ce qui est intéressant en fait avec le terme respiration de la tortue, c'est que là, tu étais en train de dire, quel que soit finalement l'environnement, le peuple et la pratique, il y a une pratique respiratoire. Mais tu vois, un truc aussi bête que la respiration de la tortue, c'est quelque chose qui a un rythme respiratoire très lent. Si tu Mhm. regardes tous les mammifères qui nous entourent et qui Mhm. entouraient certainement nos ancêtres du coup, ils ont tous des fréquences respiratoires à peu près différentes. Et il y a un lien. Alors ça, je n'ai pas réussi à vraiment voir s'il y avait des preuves scientifiques de cause et effet, mais en tout cas, il y a une corrélation entre rythme respiratoire naturel et durée de vie. Ok. Par exemple, tu vois, une souris, ça respire, je crois, 100 fois par minute et ça va vivre 2 ans. À l'inverse, une Mhm. baleine, ça respire 2-3 fois par minute et ça vit 150 ans. Et je pense que les gens qui étaient observateurs de la nature, qui chassaient, etc., cette corrélation, à un moment donné, ils ont dû la faire. Mhm. Donc, Ouais. tu vois, simplement par l'observation de la nature, tu arrives au fait que la respiration, ça a peut-être Mhm. une importance capitale, quoi. Ouais. Non, mais je vois. Enfin, bon, évidemment, je ne serais pas capable de donner la réponse. Il y a des preuves scientifiques à ce que tu disais, mais c'est vrai que c'est quelque chose Non, j'ai cherché, j'ai pas trouvé, mais ouais. en tout cas, Mais c'est il amusant. me semble qu'il y a que par contre, il y a au moins des corrélations entre le niveau de métabolisme et la longévité Ouais. et la fréquence respiratoire est typiquement est fortement liée avec le niveau métabolique, quoi. Oui, Donc c'est un régulateur. voilà. Et notamment, ouais, il y a une histoire voilà, avec les animaux dits à sang chaud, l'apparition du diaphragme qui a permis justement comment dire, de maintenir le métabolisme à un niveau assez élevé pour maintenir cette température. Enfin, donc D'accord, moi je savais pas ça. mais enfin, oui, je ne peux pas t'en dire beaucoup plus, mais voilà. Euh, donc, on a, voilà, donc on a parlé de l'approche que tu développes, hein, voilà, qui est une approche assez analytique, mais vraiment, bien sûr, pratique, hein, parce que la respiration, c'est quelque chose, on est bien obligé de. Enfin, on peut en parler de façon théorique, mais on passe quand même à côté du. Mm. Voilà. Mais alors, il y a quand même. J'avais vu, alors je crois que c'était sur ton site internet, hein, sur ton blog, cette citation que tu avais fait qui disait voilà, la respiration est, est au niveau de la nutrition il y a 30 ans. Ouais, Voilà, et ça là, c'est un truc que j'aime beaucoup dire. Ouais. et ouais, et c'est vrai que c'est une belle punchline entre guillemets qui m'a parlé tout de suite, quoi. Donc ouais, je veux bien que tu commentes autour de ça, si En fait, la plupart, si tu vas dans la rue et que tu demandes à quelqu'un est-ce que ça t'intéresse d'apprendre à respirer, il va te regarder, bah non, enfin, je respire, ça se passe bien, quoi. Mhm. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que si tu posais la même question avec la nourriture dans les années 60 ou 70, les gens, ils allaient te dire, bah non, pourquoi je m'embêterais à équilibrer mes repas, mes machins, on mange comme on mange, quoi. Mhm. Et en fait, quand tu vois sur ces 30 ou 40 ans les progrès en nutrition, où maintenant ils en sont à te micro-équilibrer tes apports en oligo-éléments, alors après le côté bullshit là-dedans, il reste à déterminer, mais Mhm. où ils en sont là en tout cas, ça Mhm. veut dire qu'il y a quand même du chemin qui a été Ouais. parcouru pour comprendre ça. Et en fait, la respiration, quand tu regardes, tu tombes exactement sur les mêmes propriétés que peuvent t'amener le fait, en tout cas, de réfléchir à comment tu vas utiliser tes aliments. Puisque Mhm. ça va jouer bon, sur ton métabolisme, ça c'est évident, ça va jouer sur ton système nerveux, comme le café ou le sucre ou des excitants, ça va jouer sur finalement les mêmes choses. Et c'est normal puisque c'est lié. Mhm. L'alimentation, c'est la matière, l'oxygène, c'est ce qui te permet de faire la Mhm. combustion. Donc les deux sont forcément liés. Mhm. Et en fait, je pense qu'il y a le même trajet qui doit être fait avec la respiration et que dans 30 ou 40 ans, ce sera peut-être une évidence que c'est beaucoup plus important que ce qu'on pensait. Et tu regardes d'un point de vue publication, c'est assez intéressant aussi parce que tu Mhm. regardes à quoi s'intéressait la nutrition il y a 40-50 ans aux pathologies, Ouais. globalement. Ben, à quoi s'intéresse aujourd'hui les publications sur la respiration aux pathologies, apnée du sommeil, le trouble respiratoire, BPC, BPOC ou CO, je ne sais jamais, enfin, Mhm. que des pathologies. Et
Maintenant, il commence à y avoir des gens qui s'intéressent à, ah ouais, mais si on s'intéressait à la performance, si on s'intéressait à la gestion du stress, et il commence à y avoir des études qui, c'est pas qui commencent, hein, il commence à y en avoir surtout beaucoup. Mhm. Donc, le trajet pour moi est en train de se faire, mais Ouais, on a 30 ans de retard par rapport à la nutrition. ouais. Non, mais c'est un parallèle vraiment intéressant. Quand j'ai vu cette phrase-là sur ton site, j'ai trouvé que c'était vraiment très pertinent. Et là, la façon dont tu l'expliques, enfin, c'est clair. Enfin, mais alors, comme je parle à un scientifique, je vais faire exprès de poser des questions un peu qui suscitent l'esprit critique, on va dire. Mais c'est que moi, par exemple, quand je vois, pour réagir par rapport à ta phrase, c'est vrai que quand je vois nutrition, oui, effectivement, il y a le chemin parcouru est énorme. Mais encore aujourd'hui, et j'essaie de parler de science, là, je ne parle pas de ce qu'on voit dans les magazines ou quoi, voilà. Mais juste vraiment sur des publications scientifiques, on est quand même souvent encore très loin de consensus. Parce que c'est facile de trouver une publique qui va dire il Ouais, faut manger des huiles de poisson et de tout à fait. trouver une publique qui dit ça sert à rien de manger des huiles de poisson. Mm. Et du coup, il y a très peu de consensus et du coup, manque de consensus scientifique dit qu'à un moment donné, au niveau de la population, ça va créer des groupes qui vont dire ah non, mais il faut manger carnivore, il faut manger végan, il faut manger ça et tout le monde est sûr de son choix et voilà. Est-ce que dans la respiration, tu vois un peu cette absence de consensus ou est-ce que on est plutôt dans un domaine qui est plus Le, solide, on va dire? Là, c'est une bonne question. En fait, je pense qu'il y aura moins ce problème dans la respiration que dans la nutrition, parce que finalement, dans la nutrition, les possibilités sont quand même beaucoup plus importantes. Ouais. Et il y a une autre caractéristique qu'on peut retrouver un petit peu dans la respiration, mais qui sera moins flagrante. C'est en termes d'un point de vue évolutif, globalement, différentes ethnies humaines se sont adaptées à ce qu'ils avaient sur place. Mhm. Finalement, ça fait très peu de temps à l'échelle de l'évolution qu'on a accès à toutes les ressources de la Terre. Donc, tu vas avoir des gens qui ont certains types d'enzymes. J'ai eu un papier qui était super intéressant là-dessus, où par exemple, ils expliquaient que les gens qui vivaient dans un climat tempéré avaient une adaptation métabolique saisonnière. D'accord. Donc, forcément, un régime qui va être, par exemple, tout sucre, pour des gens comme ça, c'est ridicule parce que, en fait, si tu leur donnes en été, ils vont avoir un métabolisme adapté puisqu'ils ont évolué en fait avec le fait qu'en été, tu as accès à Ouais. des sources de glucides. Par contre, tu leur donnes du tout sucre en hiver, ça va être catastrophique parce qu'ils ont un métabolisme Mhm. qui va plutôt être adapté au niveau des graisses puisqu'en hiver, tu n'as pas de culture. Mhm. Et en fait, la nutrition, il y a quand même ce gros problème qui est qu'on a évolué, enfin les ethnies ont évolué avec des environnements différents et donc au cours de l'évolution, ont certainement eu des adaptations. Mhm. Donc, dire que tu peux avoir une méthode de nutrition générale tout au long de l'année pour tout le monde, je pense qu'en fait, ça ne peut pas être le cas. La Ouais. respiration, c'est un petit peu différent parce qu'on va dire que qu'est-ce qui peut varier au niveau de la respiration? L'altitude, Ouais. ok, et éventuellement la température, mais vraiment à la marge, quoi. On est quand même sur un range cellulaire qui est surtout que quand tu respires, ton corps réchauffe fait le thermostat. Donc, Mhm. je ne pense pas que ce soit quelque chose de très influent. L'altitude Oui. peut avoir une influence, mais finalement, l'altitude, sur quoi elle va travailler? Sur l'hypoxie. Oui. Et c'est tout. Et l'hypoxie, tu peux la mimer au niveau de la mer Ok. tout Oui. simplement Par en des. respirant moins vite ou tu vois avec ce Mhm. type de travail. Donc je pense que sur la respiration, il est plus facile d'arriver à un consensus et de Oui. se dire par exemple quelqu'un qui vit à 1500 mètres ou à 800 mètres, je dis n'importe quoi, il a en fait le meilleur taux d'oxygénation que tu peux avoir. Et en fait, dans l'idéal, il faudrait que tout le monde soit à ce taux-là, par Ouais. exemple. Mhm. Je pense que des consensus comme ça peuvent plus facilement arriver dans la respiration parce que globalement, le gros de l'évolution a été fait de la même manière partout sur le globe. Mhm. Oui, là, oui. Non, non, enfin, ça me semble assez clair. Oui, voilà, dans le sens où la nutrition, il y a une possibilité enfin, quasi infinie en fait d'apport nutritionnel, enfin, en termes de nombre de calories, quel type de calories, enfin, etc. Et sans parler des calories, mais des oligo-éléments, des choses comme ça, enfin, au Et du niveau de la, moment. Et du voilà, moment et où du tu manges. moment. Enfin, Et ça, c'est donc super important. ça fait que pour transférer cette infinité de conditions dans l'approche réductionniste d'un labo,
ça devient compliqué de raconter une histoire solide. Ben, Que tu comme vois, tu dis, là, ouais, paradoxalement, si tu fais une étude de nutrition et que tu cherches à avoir un groupe représentatif de la population, pour moi, tu es quasiment sûr que ton étude, finalement, on va dire, tes variations interindividuelles vont ouais, faire que ça convaincra personne. Et qu'il faudra les taper peut-être dans une méta-analyse plus tard mhm, pour voir un petit effet. Et c'est à peu près ce qui se passe. Parce ouais, que si tu veux être représentatif de ta population, tu n'es pas forcément représentatif des ethnies. oui, Et je pense que le problème de la nutrition est là, c'est que chaque ethnie qui a évolué dans un environnement donné a probablement les restes de l'évolution qui fait qu'elles sont plus susceptibles à certains aliments qu'à d'autres et à certains ouais. moments. Non, c'est clair. Enfin, ouais, à moins d'avoir des cohortes Ouais, énormes de dizaines de milliers de personnes, avec donc, comme tu dis, des méta-analyses où tu lisses tu lisses tout le, voilà. Et comme tu dis, on verra un petit truc, quoi. Mais sinon, souvent, enfin, moi, je suis pas spécialiste hein, de la littérature sur la nutrition, mais souvent, on va plutôt avoir des cohortes d'une dizaine de personnes, ah 20 ouais. personnes. Et alors oui, ils essayent de dire, voilà, c'était que des mâles, enfin, comme ça se passe souvent sur les campus américains, ouais, à qui ils donnent à des étudiants une carte cadeau chez Starbucks en échange d'une participation à une étude. Ça va être souvent, voilà, ah, ouais, on avait des femelles blanches âgées entre 18 et 22 ans. Vraiment. Mm. Et là, on voit un effet, mais est-ce que c'est révélateur chez quelqu'un qui a 50 ans, qui a du diabète, qui est, enfin bon, Bah ouais, non, mais exactement. voilà. Enfin bon. Non, mais c'est vrai. Et alors que oui, comme tu le signalais, la respiration, voilà, on est face à des conditions, à des pressions évolutives qui sont beaucoup plus homogènes, quoi. Oui, c'est Voilà. ça. Si ce n'est Euh, l'altitude, encore une fois. voilà. Et c'est vrai qu'à ma connaissance, il y a, alors chez les Tibétains, il y aurait eu un apport de l'homme de Denisova. Ça a été par rapport à l'adaptation à l'altitude, quoi. C'est un truc qui était sorti dans Nature il y a quelques mois. Mais je crois Ah, que c'est le seul truc. alors, Enfin, voilà. non, après, si, il y a quand même un autre exemple intéressant de l'adaptation justement au niveau respiratoire, c'est les pêcheurs de perles. Mais apparemment, c'est une évolution c'est plutôt de l'épigénétique, si je me souviens bien, que de la vraie Ok. évolution. Ouais. Mais il y Parce que a, alors je trouve, un ça, point quand même intéressant. ouais. Et ça, j'en ai entendu parler, mais j'avoue, je connais rien du tout aux détails physiologiques, enfin biologiques. Bah, Du je coup, ne me souviens plus exactement comment ça marche, mais il me semble que, contrairement à ce qu'on développe en altitude, c'est pas tant lié à, tu sais, à l'EPO, mais ouais. c'est plutôt lié à de l'affinité enzymatique pour l'oxygène ou un truc comme ça. Je n'ai plus trop le truc en tête, mais Ouais. c'était pas exactement le même mécanisme. C'était Mhm. intéressant. Ouais. Non, mais c'est clair, ouais. Euh, on va continuer. Bah, justement, pas enfin, hors ces cas enfin, un peu à part sur les pêcheurs dans le sud asiatique ou les Tibétains qui vivent enfin, très haut, mais de manière générale, des publications scientifiques qui t'ont particulièrement marqué. Euh, soit dernièrement, soit par exemple qui t'ont dit, ah tiens, ça, je veux en parler dans mon école, enfin ce genre de choses. Est-ce qu'il y a des choses qui te viennent en tête, quoi? Alors, les plus récentes, c'est clairement les publications sur l'aging. Ah, avec Notamment l'hypoxie, là? ouais, justement avec le fait qu'en hyperoxygénant, tu viens induire les mécanismes de l'hypoxie Ouais, chez les gens et que en fait, ça permet de réactiver l'activité des télomérases. Ça, j'ai ouais. trouvé, là, sur le plus récent, hein, mais ça date de quelques mois, Oui, pour oui, moi, c'est le plus délirant parce que tu récupères quasiment 28% de la longueur des télomères en 2 mois mhm, seulement de traitement. ouais, Donc ça, c'est quelque chose que je trouve assez impressionnant. Et en fait, en déroulant, je suis tombé sur une étude qui a été faite qui était assez propre, où justement, ils regardaient chez les pratiquants de pranayama et notamment ce qui faisait des techniques plutôt de rétention. Donc, mhm, où tu vas être à la fois en hypercapnie et en hypoxie. Ou au moins hypoxémie, mais hypoxie certainement. Et en ouais, fait, ils voyaient aussi qu'il y avait une régénération des télomères. ok, Donc là, vraiment, en termes d'impressionnant, c'est ce que j'ai trouvé le plus impressionnant.
Mhm. Après, si tu veux, là où ce qui m'impressionne moins, c'est tout ce qui est, mais qu'il faut faire, hein, ça c'est indispensable de le faire, mais toutes les études qui tournent autour, on va dire, de la gestion du stress ou des hormones, etc. Ça m'impressionne moins parce que finalement, c'était assez attendu par empirisme. Donc, il faut le Ok, faire pour le montrer, ça c'est évident. oui. Et c'est pas quelque chose où je me retrouve à te faire waouh. Par contre, Mhm. oui, effectivement, ces papiers finalement, tu as une influence sur tes chromosomes par l'hypoxie. Ça, Mhm. c'est très très intéressant. Ouais. Non, ça, bah, enfin, je profite juste pour préciser, enfin, pour les gens qui nous écoutent, que donc voilà, donc Yvan fait référence donc à une étude sur le vieillissement Oui, et les effets de l'hypoxie sur le vieillissement et notamment la longueur des chromosomes qui se caractérise par ce qu'on appelle les télomères. Et tu avais écrit un papier sur ton blog tout à fait. que j'encourage tout le monde à aller voir parce que c'était très clair, très bien détaillé. Je me rappelle l'intro sur l'empereur jaune, le taoïsme, j'avais trouvé c'était un chouette clin d'œil. Moi, j'avais écrit un petit truc aussi, mais c'était beaucoup moins détaillé que ce qu'a fait Yvan, donc je vous encourage à aller voir. Et tu voulais réagir? Oui, en fait, Ouais, finalement, justement, c'est pas une réaction à l'hypoxie, c'est ouais, des systèmes d'adaptation à l'hypoxie qui se mettent en route à cause d'une hyperoxygénation. C'est ça qui ouais, était aussi assez intéressant. ouais. C'est l'effet de bord, hein, c'est ça Non, alors justement, visiblement, ça va même contre la logique de l'effet de Bohr, puisqu'en fait, c'est pas que de l'hyperoxygénation qu'il faisait, c'est il te mettait dans des questions hyperbares. Donc en fait, Ouais. il te faut rentrer par diffusion de l'oxygène pur dans tes tissus. Et en Mhm. fait, ce qui se passe, visiblement, en tout cas c'est leur hypothèse, c'est qu'au niveau de IF, quand tu reviens à IF, donc c'est le régulateur principal de l'hypoxie L'époxy, ouais. dans les HIF, ouais, ouais. cellules. Et en fait, quand tu reviens à une pression normale, Mhm. ton corps a l'impression du coup qu'il est en hypoxie, alors qu'il ne l'est Ouais. pas. Et Mhm. c'est ça en fait qui fait que IF reste activé. Oui, voilà, ouais. Donc c'est Non, pas une c'est. vraie hypoxie comme ce qu'on peut avoir par exemple en pranayama. Ouais. Oui, non, ouais. Bah, on peut en profiter parce que parmi je pense que parmi les gens qui vont s'intéresser à cette entrevue, il y a peut-être un peu toutes sortes de niveaux de connaissances, mais on peut en profiter un peu pour essayer de définir des termes, les termes techniques classiquement associés à la respiration. Qu'est-ce que l'hypoxie? Qu'est-ce que l'hyperoxémie? Qu'est-ce que l'hypercapnie, hypocapnie? Tout ça, est-ce que tu peux passer en revue ça? Parce que Ouais, alors, tout ce qui va être capnie, c'est lié au CO2 que tu ouais, as dans le sang. Tout ce qui est, alors non, justement, oxy, ça va plutôt concerner les tissus. ok, D'accord. ouais, Tandis que oxémie, ça va plutôt concerner la saturation de ton hémoglobine en oxygène. ouais, Et en fait, contrairement, alors évidemment, c'est lié oui, l'oxémie, mais pas toujours. Par exemple, tu peux avoir une hyperoxémie, pardon, hyperoxémie, ouais, qui déclenche une hypoxie ouais, par effet Bohr, par exemple. par effet de Donc, bord, ouais. les deux sont pas forcément liés. Mhm. Et À donc l'inverse, tu peux avoir. Ouais, quand tu as un oxymètre, tu mesures l'oxémie. ouais, c'est ça. Voilà. Mais comme tu dis, Et tu peux avoir des valeurs très importantes, mais ça indique ou pas une information sur l'hypoxie. typiquement, vous, chez Wim Hof, quand vous êtes sur vos phases d'hyperoxygénation, votre Mhm. oxémie, normalement, elle doit être à 99,9 au lieu de Mhm. 99 ou 98. Mhm. Par contre, en fin d'hyperoxygénation, vous êtes a priori déjà plus ou moins en hypoxie. Et ça se voit parce que les gens qui sont trop violents sur les hyperventilations, tu sais, t'as Mhm. les doigts qui se crispent, Ouais, etc. Et on pense que, alors tu as une histoire de canaux aussi potassium, mais c'est aussi en fait une panne de la régénération de l'ATP. d'accord. Donc en fait, Ok. tu commences à toucher à l'hypoxie tissulaire alors que tu Mhm. es en hyperoxémie pour le coup. Ok. Ouais. Donc les Non, mais. deux, évidemment, en conditions physiologiques, sont forcément liés. Mhm. Par exemple, chez un asthmatique, tu vas être en hypoxémie, ou hypoxémie. Donc, tu vas avoir une saturation qui est aux alentours de, par exemple, 60-70. Ouais. Et ça va entraîner certainement une hypoxie tissulaire.
Mhm. Ouais. Donc, mais tu peux dissocier les deux avec certaines techniques respiratoires. Mhm. Non, ouais, ah, super. Enfin, non, c'est bien de rappeler un peu, parce que c'est des termes des fois qui traînent un peu à droite à gauche sur des articles et je ne suis pas toujours sûr que les gens savent de quoi on parle. Du coup, c'est bien de les rappeler. Euh, alors, bon, euh, je- au risque d'avoir perdu un peu le fil de la discussion, là, on parlait d'articles scientifiques. Donc voilà, donc tu as, Ouais. été particulièrement impressionné par cet article sur le vieillissement et l'hypoxie. Enfin, non, effectivement, c'était assez troublant, je dois dire. Oui. Ouais. Ouais, et puis Et donc, surtout, ce qui m'intéresse, c'est la suite. Parce qu'en fait, ouais, ils ont fait ça chez des personnes qui avaient plus de 50 ans, entre 50 et 75, je crois. Et ouais, là, c'était les résultats que 2 mois après. Quelle va être la conséquence? C'est des personnes âgées de télomères qui ont récupéré quasiment 30% de leur taille, sachant que tu perds 2% par an. Ça, c'est une vraie question. ouais, ouais. Non, et c'est vrai que enfin, là où on attend la suite, c'est qu'aussi le résultat a l'air assez énorme, hein. Bah, Mais et clair. Oui. par contre, ça reste quand même c'est une publique qui est assez petite. Enfin, j'ai l'impression qu'elle est restée assez confidentielle. C'est Alors, pas sorti oui dans et un non. journal énorme. Aging, c'est un gros journal, hein. Je ne sais pas Ah si tu ouais, as vu le facteur d'accord. d'impact, mais Non, il me semble que c'est même au-dessus de PNAS. d'accord. Ah bah tu vois, Je ça crois que j'étais passé. c'est combien? 12 peut-être, un truc comme ça. Ok. Non, c'est pas un J'étais- journal dégueu, hein. C'est plutôt un bon Ok. journal. Non, j'étais passé à côté de ça. C'est sous prétexte que moi je ne publie pas dedans. Je pense que c'est voilà, mais bon. Exactement. C'est- Non, après, Ouais. peut-être la raison, c'est que ils sont quand même vachement dans l'expectatif sur les effets moléculaires. Ils sont pas allés très très loin Ouais. sur cette partie-là. Ils ont plutôt Ouais. proposé des hypothèses que quelque Oui. chose de très propre. Mais bon, ça va venir, hein. Ça reste assez observationnel. Ouais. Mais bon, voilà, de toute façon, il faut bien commencer quelque part, hein. Mais ouais. Et Oui, t'allais. non, Oui. à part ça, si, ce qui m'intéresse beaucoup plus sur ce qui se fait en ce moment sur la respiration, c'est aussi tous les articles qui sortent où tu lis mécanique respiratoire et posture. Parce que pour Ok. moi, ça, c'est une vraie clé Mhm. d'une bonne respiration, c'est le lien avec la posture. Et bah, tu connais donc Xavier Delannoy, avec qui je Un petit suis peu, oui. pas mal en contact et qui a monté Lumit, donc une start-up qui travaille là-dessus avec du très, très bon, des très, très bonnes approches. Et justement, en travaillant dessus, on se rend compte que ta manière de respirer va avoir une énorme influence sur ta manière de bouger en général et sur ta posture, et qu'il y a plein de situations pathologiques qui peuvent être liées à une mauvaise respiration, non pas d'un point de vue physio, mais vraiment d'un Mhm. point de vue postural. Et ma femme, donc, qui est médecin, elle a fait sa thèse sur l'influence de la respiration sur les lombalgies chroniques. Et justement, il y a cette proposition que avec la respiration, tu peux traiter tout un ensemble de paramètres qui sont impliqués dans ce genre de maladie, qui sont très très handicapantes pour une grosse partie de la population. Mhm. Donc là où je trouve que les efforts aussi scientifiques sont très très intéressants, c'est sur les liens respiration et posture. D'accord. Bah ça, ouais, et bah, ça me permet enfin, justement de rebondir et enfin, de partir dans cette direction. Parce que, enfin, enfin, tu me diras si je m'égare, mais donc en fait, si on dit un peu à la personne moyenne respiration, les gens vont penser en fait à la ventilation, quoi. Oui, tout à fait. Et alors qu'en fait, pour un biologiste, la respiration, c'est la ventilation, qui est le fait les mouvements qui permettent de remplir les poumons d'air. Et la respiration au sens strict, c'est après les échanges gazeux au niveau cellulaire, voilà, avec. C'est même pire que ça. Il y en a qui sont un peu plus extrémistes. En fait, pour eux, la respiration, c'est uniquement l'utilisation de l'oxygène par la cellule. C'est même pas Voilà, la diffusion, c'est la c'est mitochondrie, le quoi. métabolisme. Ouais, point. Voilà, Ou c'est chez les bactéries, l'utilisation pure dans la chaîne respiratoire. Mais voilà, ouais, ouais, c'est vraiment que ça. Tout le reste, c'est la ouais. ventilation. C'est un abus de langage, en fait, qu'on fait. Oui, voilà. Mais bon, donc en gros, on peut dire qu'on se met d'accord en disant que Euh, ce que nous on appelle respiration, c'est
la ventilation, donc la partie mécanique, avec ensuite ce qui se passe au niveau, au niveau enfin, du milieu intérieur du corps, donc les échanges gazeux et la chaîne de transfert d'électrons qui aboutit à la production d'énergie sous forme d'ATP dans les mitochondries. Mm. Euh, et, et, en fait, si je reviens sur ce genre de définition, c'est parce que bon, en bon biologiste, tu sais bien qu'il y a la structure et la fonction sont des choses qui vont main dans la main. Et quand tu me parles de posture, bah, je pense à structure, je pense à ventilation. Et Mm. donc, en fait, c'est enfin, la porte d'entrée en fait, vers une bonne respiration, bah, ça serait finalement en fait, la ventilation et donc Oui, la posture. oui. Est-ce que voilà, c'est ça en fait sur lequel tu essaies de travailler Ouais, et dans ton ça école, par va, en exemple? fait, ça va même plus loin que ça. C'est en fait, la plupart des gens, ils respirent en Mhm. fonction de leur posture. Donc, c'est-à-dire qu'ils vont être dans une position où ils vont faire un effort et ils vont adapter leur respiration aux contraintes mécaniques que leur corps subit. Moi, Ouais. mon idée, et c'est ce que Xavier aussi a vu quand il a travaillé sur le sujet, et un certain nombre de publications commencent aussi à aller dans ce sens, c'est Mhm. qu'il faut faire l'inverse en fait. Ta respiration doit être au centre de ta manière de bouger. Et si tu Mhm. travailles de cette manière-là, ton centre de gravité est plus du tout placé au même endroit. Tu ne sollicites plus du tout les mêmes muscles dans ta manière de bouger. Par exemple, pour faire un geste aussi bête que ça, tu ne vas pas travailler de la même manière si tu respires bien ou si tu respires mal. Ça ne va pas être du tout les mêmes groupes musculaires qui vont être en Mhm. jeu. Et surtout, si ta respiration dépend de ta manière de bouger, tu vas très souvent faire des micro-apnées, ce qui est une source de stress, au Ouais. sens biologique. Hein. Oui, oui. Chaque fois que tu fais une micro-apnée, ton système nerveux s'excite. Maintenant, si tu bouges en fonction de comment tu respires, tu ne fais jamais de micro-apnée. Mhm. Et les micro-apnées, c'est une très, très grosse cause de stress chez les gens. Il D'accord. y avait une fille qui avait fait un article sur, par exemple, la micro-apnée de l'email, où en fait, les gens, quand ils Ah ouvrent oui. l'email, ils arrêtent de respirer le temps que l'email s'ouvre ou qu'ils commencent à lire et voient de quoi ça parle. Et en Mhm. fait, elle disait, ben voilà, quelqu'un qui reçoit 20 emails et qui fait 20 emails dans la matinée, il aura fait 20 micro-apnées. Et bizarrement, à la fin au 20e mail, elle va être très énervée. Ouais. Tu vois? Mhm. Et en fait, ça, c'est lié au fait que chez la plupart des gens, on bouge et la respiration s'adapte à ça. Alors Ok. que moi, ce que je préconise, c'est de faire l'inverse. Et tu vois, un truc que je dis très souvent, on me dit, euh, pour me calmer, on me dit de faire des grandes respirations. Ouais, mais non. Si tu respires mal, faire une grande respiration, ça va avoir exactement l'effet inverse de te calmer parce que tu n'es pas capable de descendre ton diaphragme. Donc en fait, tout ce que tu vas faire, c'est comme tu es bloqué au niveau, on va dire, du plexus, tu vas faire une grande inspiration où ça va monter, 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 monter. Ça va te mettre Mhm. beaucoup plus de pression puisque tu mets énormément de pression dans la cage thoracique, donc ta tension va augmenter. Et en fait, ça va Mhm. t'exciter au lieu de te calmer. Et, Ouais. et c'est pour ça que finalement, pour moi, c'est hyper important de commencer à faire en sorte que les gens bougent en fonction de comment ils respirent, parce que sinon, toutes les techniques que tu peux voir partout, elles ne peuvent pas bien marcher. Mhm. Parce que tu vas stresser le corps en essayant de lui Ouais. faire quelque chose qu'il ne sait pas faire. Et c'est D'accord. là, en fait, où on rentre dans la technique respiratoire qui est hyper importante. Et donc ça, on va dire, c'est l'axe dans l'enseignement que tu dispenses à ton école, l'art de la respiration, c'est l'axe central, on va C'est dire. pas central, c'est pas le bon mot, mais Ouais. au même titre que dans les arts martiaux, en fait, si tu fais pas un peu de formation corporelle avant d'attaquer des mouvements un peu complexes, ça va pas bien se passer. Bah, moi, c'est Mhm. exactement la même chose. La gamme, c'est tu construis un corps qui est capable de respirer correctement. Ensuite, tu Ok. t'amuses avec les différents motifs. Ouais. D'accord. Donc, donc, selon toi, quelle est enfin, pour des gens qui seraient un peu nouveaux avec ces concepts ou quoi, enfin, qui n'ont pas forcément pris conscience un peu de l'importance de tout ça, ça serait, toi, pourquoi au niveau de la pratique, la porte d'entrée Pour moi, là-dedans? l'exercice que je donne toujours de base, c'est un exercice qui est allonger la respiration. À savoir que Ouais. quelqu'un qui respire pas bien, quelqu'un qui respire normalement, d'accord, Mhm.
en se faisant un peu violence, il doit pouvoir tenir à peu près 20 secondes sur une inspire, 20 secondes sur une expire, et ça pendant une dizaine de minutes. D'accord. Voilà. Si Donc tu es capable de faire ça et que ça ne te pose pas trop de soucis, c'est que déjà, tu as une respiration qui est bien en place. La ok, plupart des gens, sur un truc comme ça, tu leur demandes déjà de faire 10 secondes, ils vont étouffer. ok. Et ce n'est pas une histoire de physio. Mhm. C'est vraiment une histoire de les tensions qu'elles vont créer pour ralentir leur respiration vont générer vont générer tellement d'énergie, vont faire perdre tellement d'énergie que la personne, en fait, elle va craquer. Ok, d'accord. Les diaphragmes faibles sont la cause de beaucoup de problématiques, y compris posturales. Et typiquement, tu demandes à quelqu'un qui a une lombalgie chronique de respirer comme ça, 10 Mhm. secondes, 10 secondes, il va avoir beaucoup de mal. Ok, Parce qu'il a un diaphragme qui est faible, parce que sa posture est mauvaise. Biomécaniquement, en fait, il n'est pas du tout optimisé. Ça va être très, très difficile à faire. Donc moi, la base, la porte d'entrée, c'est déjà entraînez-vous à allonger votre respiration. ouais. Ça va obliger à descendre le diaphragme, à détendre l'abdomen et ce genre de choses. Ouais, ok. Non, ouais, c'est bon. Enfin, je trouve que c'est un bon message à savoir parce que c'est vrai qu'on a, enfin, c'est quand même un sujet un peu qui est en vogue un peu en ce moment, on va dire, les techniques respiratoires. Et je pense qu'on a un peu commencé, mais il faut s'attendre à ce que dans les prochains mois, on va être bombardé de aller respirer en 4-8-7 ou Ouais, en ouais. 4-4-4 ou en truc Et, comme ça. et finalement, Et c'est traître. C'est ouais, traître parce que des gens qui sont stressés, donc qui ont un diaphragme qui ne bouge pas, et à qui on va dire de faire le 4-7-8, ils ouais. vont forcément te dire ah, sur moi, ça ne marche pas. Donc en fait, la respiration, tous Mhm. ces motifs respiratoires, ils ne marchent jamais sur moi. Donc en fait, c'est qu'un truc psychologique. Non, tu ne peux pas respirer comme ça. Regarde ton état, tu ne peux pas respirer comme ça, ce n'est pas possible. Ouais. Et en fait, c'est mettre la charrue avant les bœufs. Et c'est ça, en fait, que je reproche un petit peu, enfin, que je reproche, je m'en fiche hein, fondamentalement, mais le problème de prendre des motifs respiratoires qui viennent de traditions euh, plus complètes, où en fait, le motif respiratoire n'est qu'une étape ou un chemin dans le processus, ou un Mhm. outil pour faire quelque chose de bien particulier. Et de dire, ben voilà, ça sert à dormir. Euh, En vrai, oui, hein, si tu le prends dans la tradition et que tu as suivi la tradition, ça va te servir à dormir. Par contre, Mhm. tu le fais à monsieur et madame tout le monde qui n'a pas fait tout le travail de préparation de la tradition avant d'arriver au motif respiratoire en question, il ne va juste Mhm. pas pouvoir y arriver. Ouais. C'est un peu comme si, je sais pas, tu fais de l'escalade, tu as Mhm. un mouvement très complexe à faire pour passer d'une prise à l'autre, et tu dis, ben voilà, dès que tu dis à monsieur et madame tout le monde, ben, si vous avez une prise comme ça à aller chercher, faites ça et ça va marcher. Oui, si tu es Mhm. capable de le faire, ça va marcher, mais tu n'es pas capable de le faire. Ouais. Ouais, mais sauf que c'est des choses qui sont beaucoup plus subtiles à sentir dans le cadre de la respiration par Ah, rapport à bien sûr. l'escalade. Parce que bon, dans l'escalade, on va vite se rendre compte que ça, il y a un problème. C'est ça. Alors que la respiration, tout le monde pense que c'est quelque chose que tout le monde sait faire sans problème, quoi. Ouais. Euh, et donc, mais alors, du coup, les principes, parce que, ouais, euh, les bénéfices, enfin, justement, une fois qu'on a entamé et qu'on est un peu avancé dans ce stade un peu de rééducation sur une bonne forme respiratoire, Mhm. quels sont donc selon toi les principaux bénéfices auxquels on peut s'attendre? Euh, En fait, tu as une vraie cascade justement ouais, de bénéfices. Bon, le premier, c'est globalement quelqu'un qui respire bien, le mal de dos, il ne connaît plus. ok, Alors, je mets un bémol à ça. En tout cas, entre, on va dire, les dernières cervicales et le sacrum. D'accord? ok, Là, il ne doit plus y avoir du tout de douleur de dos. Pour tout ce qui va être posture, tout ce qui va être meilleure utilisation de l'énergie dans le mouvement, ça va être beaucoup plus simple. Euh, une fois que tu as ça, excuse-moi, ouais, ouais, une fois que tu as reconstruit comme ça la posture, ce qui va se passer, c'est comme ton diaphragme descend plus loin, comme ton corps est beaucoup plus détendu, naturellement, tu vas respirer moins vite. mhm, Ta fréquence respiratoire va descendre. Et finalement, une fréquence respiratoire plus basse, ça va calmer ton système nerveux. Attends, excuse-moi 2 secondes. Donc, comme tu calmes ton système nerveux, ça va avoir
toute une influence sur ta production d'hormones. Donc, typiquement, si tu étais stressé de base, tu vas beaucoup moins faire de cortisol, donc ça va mieux se passer. Tu vas être beaucoup moins sensible aux variations d'état, puisque ta respiration est posée, tu n'as pas toutes ces micro-apnées qui excitent, etc., etc. Donc, ton système nerveux va se calmer. Et le dernier point, alors oui, ça, on va dire, c'est un petit peu entre parenthèses, mais quand tu respires bien, c'est beaucoup moins difficile de respirer par le nez. D'accord. Et quand tu travailles sur ta posture, tu as beaucoup moins tendance à respirer par la bouche pour des raisons mécaniques. Donc, respirer par le nez, c'est aussi un truc hyper important en santé, mais presque c'est une parenthèse dans cette logique-là. Et le dernier point, c'est quand tu as calmé le système nerveux, quand tu as rééquilibré la posture, il va se passer un truc, on va dire, au niveau émotionnel. Ok. Ça, c'est hyper intéressant et je pense que c'est quasiment une des pistes les plus prometteuses sur le travail de la respiration. C'est le lien diaphragme, fascia, émotion. Ok. J'ai été en contact avec une chercheuse qui bosse au MIT, une mathématicienne, qui avait, je ne sais plus, c'était de la fibromyalgie ou enfin, ce genre de maladie un peu bizarre. Et en fait, elle s'est passionnée pour l'étude des fascias, parce qu'elle s'est rendue compte qu'en faisant un travail sur ces fascias, elle a complètement fait disparaître de la fibromyalgie et des variations d'humeur. Et en fait, ce qu'elle m'expliquait, donc c'est une mathématicienne, elle fait de la modélisation, et elle modélise en fait les contraintes sur la structure des fascias. Elle m'expliquait que les fascias, c'est 25% ou 20% des contraintes mécaniques sur le squelette, ce qui est énorme. Quand tu sais que sur le squelette, tu as des effets leviers. Donc, tu te rends compte au niveau de ton centre de gravité, etc. Et ce qui est hyper intéressant aussi au niveau des fascias, c'est que les principaux, on va dire, plexus des fascias, ils sont là, ils sont au niveau du plexus et ils sont en gros au niveau du ventre. Et que tous ces plexus sont régulés par le mouvement du diaphragme. Quand tu es crispé ici, tu fais, on va dire, plutôt de l'angoisse. D'accord. Quand tu t'angoisses, tu as une boule dans la gorge. Quand tu es crispé au niveau du plexus, on va plutôt être sur quelque chose de l'ordre de l'anxiété. Quand tu es crispé au niveau du ventre, là, tu es sur du stress. D'accord. Et on va te dire, oui, mais c'est des émotions, c'est lié au cerveau. Moi, je suis pas enfin, oui, c'est lié au cerveau, évidemment, mais il y a quand même un truc qui est un peu plus subtil que ça. À quoi sert une émotion biologiquement? Elle doit te faire passer une info, sinon elle ne serait pas là. D'accord. Donc, ça a une fonction. Et comment tu fais pour sentir cette fonction? Parce qu'on ne sent pas ce qui se passe dans notre cerveau. Par contre, le cerveau va venir créer des manifestations physiques dont tu vas pouvoir, toi, prendre conscience et qui vont générer une information. Donc, en gros, si tu as cette zone contractée tout le temps, toi, tu vas mettre ça en lien avec de l'angoisse. D'accord. Et en fait, on se retrouve avec plein de gens qui vont en fait avoir comme ça des émotions qui vont leur pourrir la vie tout le temps, alors que même leur environnement en fait a changé. Ils peuvent être dans un bon environnement, etc. Et ça va leur pourrir la vie. Pourquoi? Parce qu'en fait, si tu gardes ça crispé trop longtemps, c'est comme un muscle. Il va être très tendu, il va falloir venir l'étirer. Si tu ne fais pas ce travail-là, ça ne va pas se faire. Sauf que ça, c'est lié à une interprétation d'une information. Donc en fait, tu peux être hyper angoissé, alors qu'il n'y a aucune raison de t'angoisser. Et il suffit de remettre en place une respiration correcte pour venir étirer la zone et tu vas voir que ton angoisse, elle s'en va. D'accord. Et ça, c'est pour plein d'émotions différentes. Alors, c'est pas lié à la respiration, mais c'est un truc que j'aime bien, c'est, tu sais, le trauma release exercise qui a été développé à un moment donné et qui est basé sur ce côté que tous les mammifères, une fois qu'ils ont eu un stress et qu'ils ont dû fuir, ils tremblent pour évacuer la tension qu'il y a dans les membres, en fait. En fait, c'est le même délire. Tes tissus enregistrent une énergie à un moment donné parce qu'il faut qu'il y ait une réaction, il faut qu'il y ait une information qui monte. Et si tu as une boucle qui alimente en fait cette crispation, elle ne partira pas comme ça. Donc, il faut mécaniquement venir tirer dessus. Et qu'est-ce qui peut tirer dessus dans la mesure où tous ces plexus faciaux ils sont liés? C'est ton diaphragme. Donc, plus tu arriveras à mobiliser ton diaphragme, plus tu mobiliseras ces tissus-là, moins tu auras en fait ces émotions qui sont, tu as l'impression d'avoir toujours ancrées en toi, parce que oui, physiquement, elles sont certainement ancrées en toi. Et il y a des études qui commencent à apparaître autour de ça et qui sont très intéressantes, notamment liées à l'anxiété et justement la mobilisation des tissus
pour faire partir l'anxiété de façon purement manuelle. Il y a plein de petits trucs comme Ok. ça. Et du coup, la suite logique, une fois que tu as travaillé sur le système nerveux, c'est faire ce travail émotionnel, encore une fois, où tu vas en fait, en remobilisant les tissus, faire des gens beaucoup plus neutres. Mhm. D'accord. Non, c'est passionnant. En fait, ce que tu dis, c'est qu'il y a comme un dialogue dans les deux directions Oui, entre tout le à système fait. nerveux central et les fascias. Mm. Et donc, en fait, voilà, donc en fait, voilà, les Sachant que émotions. les fascias, par quoi ils sont innervés et par quoi ils sont Ouais, contrôlés? Par ton système nerveux végétatif. ouais, Tu vois, ouais. Donc on a. Enfin, tu as une voilà. boucle. Parce qu'en fait, voilà, quand tu me parlais, ce qui me venait à l'esprit, c'est que enfin, tu as commencé par parler du stress, tu es parti plus sur le côté émotionnel, et en fait, quand on pense à stress, on est plutôt dans le registre du système nerveux autonome. Tout à fait. Quand on pense aux émotions, enfin à la détresse émotionnelle, par exemple, on est plutôt dans le système nerveux central, parce que bon, le Oui. système nerveux autonome, c'est le système nerveux périphérique. Les émotions, donc là, on est plus dans le système nerveux central, et en fait, on a les fascias au milieu, qui sont donc par la respiration, on peut agir sur le système nerveux autonome. Ça, Oui. c'est que ça commence à être assez connu. Et là, ce que tu me dis, c'est que en fait, on peut également agir sur les fascias qui eux-mêmes peuvent envoyer un message au système Ouais, nerveux central. Donc en fait, on exactement. arrive à. Ok, ça Et va, tu j'ai vois, bien alors, résumé. Ouais, si tu parles par exemple dans le systéma, ouais. ils vont toujours te dire que la santé, c'est tous les tissus doivent bouger. Mhm. Et que dès que tu vas avoir en fait un tissu qui est pas mobile, ça va être source Mhm. de maladie. Ce qui Ok, finalement est hyper logique parce que les fascias, c'est ce qui entoure tes organes, ce qui entoure tes muscles, c'est ce qui entoure ton système circulatoire. Si ça ouais, c'est crispé, tout passe moins bien. Tu dois certainement créer des microzones hypoxiques et c'est mauvais, ça va créer des problèmes. Donc tous les fascias doivent bouger. Et en systéma, il lit énormément justement, il ne parle pas en fait de système nerveux pour eux, ou de psychologie. Pour eux, mhm. une émotion, c'est dans le corps. Et tu dois Ok, travailler le corps pour faire sortir une émotion. ok, c'est intéressant parce que c'est enfin, donc enfin, si je peux faire une petite aparté. Tu décrivais ça comme issu d'une tradition russe orthodoxe, donc quelque chose de religieux, mais en même temps, là, il développe une approche qui est totalement matérialiste, en fait, Ah à ouais, tout à savoir fait. qu'il n'y a pas de. L'esprit ne vient pas, n'est pas en jeu, c'est quelque chose de purement Mm. matériel, quoi. C'est un peu comme, enfin, comme toutes ces études qui s'accumulent où on voit que la dépression, ça peut être un Après, déséquilibre oui, du microbiome tout à intestinal ou fait. une inflammation chronique ou des choses comme ça. Mais là, ce qui est intéressant, en fait, c'est, tu vois, c'est la respiration. Alors, et presque ça, c'est ce qui va au-delà et où là, par contre, on est complètement, on va dire, dans l'ésotérique. C'est une fois que tu as passé ça, d'accord, que tu as fait ce Mhm. cycle-là, ce qui reste, ok, là, on peut commencer à parler de spirituel. Parce Ok. qu'il va se passer des choses, il y a des manifestations. Il va se passer des choses qui seront compliquées à intégrer d'un point de vue physio. Et là, Mhm. on peut commencer éventuellement à réfléchir ou à poser des questions philosophiques. Ouais. Mais Oui, il non, faut que ce nettoyage ait été fait. oui, 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 il faut prendre l'oignon et retirer les couches une par une, et à la fin, peut-être qu'au milieu de l'oignon, il reste quelque chose, Ouais. ou pas, Parce on ne que, sait pas. encore une fois, si tu te rends compte, enfin, ça, c'est pour beaucoup de gens, ça peut être choquant, hein. Tu te rends compte qu'en fait, tu as été anxieux toute ta vie. Parce qu'en fait, quand tu étais gamin, on t'a foutu un cartable de 15 kilos qui faisait que tu étais toujours plié et que du coup, au niveau des intestins, tu n'avais aucune mobilité Mhm. et que ton diaphragme n'arrivait pas à masser les intestins. Et du coup, le fait que tu sois anxieux, toi, tu pensais que c'était toi, alors que c'est une caractéristique mécanique. Ouais. Ah non, Ça, ça c'est un truc. ça pose Enfin, question. je suis. Enfin, ouais, je vois très bien ce que tu veux dire. Enfin, moi, quand j'ai commencé à découvrir ces histoires qu'il y a tout un pan de la psychiatrie qui tend à montrer que la dépression, ça pourrait être en fait la conséquence d'une inflammation chronique. Enfin, moi, quand j'avais appris ça, ça avait été quand même. Enfin, moi qui suis passé par des phases, des phases dépressives chroniques aussi, de se rendre compte qu'en fait, C'est pas toi. c'est pas, ouais, voilà, c'est pas le. Enfin, voilà, exactement. C'est juste un problème pareil que.
je sais pas, que d'avoir un bleu ou, ou d'avoir enfin, ce genre Ce de qui ne veut choses. pas dire pour moi que tu vois, la dépression en soi ne peut pas être une conséquence de, on va dire, ton essence ou de ce qui te fait toi. Parce Ouais, qu'encore une fois, la dépression, à un moment donné, peut servir de signal. oui, Par contre, une dépression chronique, c'est clairement plus toi. Une ouais, dépression chronique, c'est un problème. C'est un truc qui est ouais, dans ton corps qui part plus. Donc, il faut aller investiguer ce genre de choses. ouais. Mais ça, alors ça, j'entendais ça il y a pas très longtemps. J'entendais sur un programme à la radio qui parlait du stress et donc qui faisait intervenir enfin, des chercheurs qui travaillent dans ce domaine-là et qui disaient qu'il y a beaucoup de. Alors, je ne sais pas si on peut parler à quel point là on peut parler de dépression ou simplement de stress. Je ne suis pas sûr. Mais en tout cas, sur le stress, ce sont des marqueurs épigénétiques, en fait, quoi. Et, et le truc, c'est que en principe, on est censé, quand on a un coup de stress, on est censé revenir à Mm. la normale. Mais que Ouais, quand, en fait, ça devient chronique, ça veut dire que ces marqueurs épigénétiques ouais, sont toujours présents, on que c'est n'arrive plus pas à toi. s'en débarrasser. Et plus on les garde longtemps, plus ça va être compliqué Ouais, bien sûr. à s'en débarrasser, quoi. Mm. Donc, est-ce que c'est pareil au niveau psychiatrie? Je Ouais. sais pas. Tu vois, un truc tout bête qui, a priori, en plus, n'a aucun lien, mais la Mhm. respiration buccale. D'accord? Ce qui a Ouais, été montré, c'est que en fait, tu as un microbiote dans la bouche. oui. Ok, en fonction de tes dents, de tes gencives, c'est pas le même microbiote. Mhm. Et ce qui a été montré, c'est que en fonction de ton microbiote, tu avais plus ou moins de chances de déclencher des cancers du poumon. Ok. D'accord, ça je savais pas, tiens. Mais ce qui est hyper intéressant, c'est que Ouais, ton microbiote, il varie si tu respires avec le nez ou avec la bouche. Parce que si oui, tu respires avec la bouche, tu vas avoir un environnement qui est beaucoup plus aérobie. ouais, D'accord. Et visiblement, ça, c'est pas super bon pour le microbiote buccal. Et ça va favoriser l'apparition de bactéries qui sont les espèces, justement, plus susceptibles de te donner un cancer du poumon. d'accord. Donc ça, si je veux un peu gratter, enfin, il y a donc la modification du microbiote buccal en fonction de la respiration, enfin, Hmm. si on respire Ça, par le nez ça ou par la c'est ça, bouche. c'est hyper étudié par les Ouais, dentistes. Il faut que tu ouais, ailles c'est voir établi. il faut que tu ailles voir dans les papiers des dentistes parce qu'en fait, tu sais, eux, ils ont, Ouais, finalement, c'est quasi, je pense, avec tous ceux qui font de la pneumo, mais c'est presque ceux qui sont le plus intéressants, les dentistes, sur l'étude de la respiration. Parce que eux, ils travaillent sur les problèmes d'occlusion dentaire depuis des années, et ouais, notamment avec la mâchoire qui descend. Donc, en fait, ils ont été très vite confrontés à ce problème de respiration par la bouche. Donc, il y a une grosse littérature chez les dentistes sur la respiration. d'accord. Intéressant. J'ai vu des confs de dentistes en allant aux confs où je vais moi. Et, ouais, ils parlaient rarement de respiration, mais ouais, enfin si, mais j'ai souvenir avoir vu des histoires sur le Et microbiote buccal comme ça. un truc aussi tout con et qui est très connu dans le milieu du sport, en médecine du Ouais, sport, les sportifs de haut niveau ont, je sais plus, une diminution de leur immunité innée de quasiment 20 ou 30% par rapport à des lambdas. La ok, raison, c'est comme ils respirent énormément par la bouche, ils flinguent ouais, leur microbiote et ouais, c'est ça qui aurait un problème justement sur leur immunité innée puisqu'ils ont moins de variabilité ou j'en sais rien. Mais en tout cas, ça c'est ouais, un truc qui a été montré. Et ils ouais, conseillent, justement, les médecins du sport conseillent aux sportifs de haut niveau de mâcher certains types de chewing-gum, justement pour qu'ils gardent la bouche fermée en musclant les muscles des mâchoires. Et parce que ça fait saliver, et du coup, ça mhm, rétablit une flore un peu plus adaptée. Parce ok, que la respiration buccale assèche la bouche. Du coup, il y mhm, a aussi une variation au niveau du taux d'humidité et ça ouais, favorise pas les mêmes flores. d'accord, intéressant. Non, puis en plus, j'imagine que comme ils sont, enfin, dans les forts, quand on a une forme d'hyperventilation buccale, Ouais. on favorise le système nerveux sympathique et donc le diminution du système immunitaire inné, Euh, peut-être. peut-être, mais après, alors, tu favorises l'orthosympathique, donc s'ils ont les bons temps de repos et normalement, c'est pas ça, c'est un truc qui est hyper intéressant. Tout le monde Ouais, veut taper sur l'orthosympathique, mais c'est une erreur. L'orthosympathique, tu en as besoin. Le problème, c'est de ne pas avoir de temps de repos. Et les sportifs ouais, de haut niveau, pour ça, ils sont plutôt bien gérés. ok, Donc, ouais. peut-être, mais je suis pas sûr. Non, non, ouais, c'est que bon, c'est Mais par contre, là où tu as totalement raison, c'est quelqu'un qui a une respiration buccale,
il va avoir une sursollicitation de son orthosympathique pour plein de raisons, et il va être en Ouais, état de stress constant et il se repose jamais. Donc cortisol à bloc et fatigue chronique, quoi. ouais. Ouais, non, mais en fait, je pensais à ça parce que je pensais au fameux papier au PNAS de 2014, là, qui est lié à la méthode Wim Hof, où on voit, en fait, dans ces phases d'hyperventilation, en fait, ça favorise la diminution de l'inflammation. Donc, le titre de l'article, c'est Atténuation du système immunitaire inné. Donc, c'était pour ça que je réagissais comme ça. Mais tout ça, c'est spéculatif, on va dire. Mais Là, après, je ne suis pas sûr, moi, que ce soit l'hyperventilation réellement qui fasse ça. Pour moi, d'accord, c'est plutôt la phase d'hypoxie qui, ok, lui, en fait, met en place, qui active le système orthosympathique à bloc, puisque ton corps croit qu'il va mourir. oui. Mhm. Donc, pour moi, c'est plutôt cette phase-là qui est liée justement à l'activation du sympathique. Ok, d'accord, ouais. Non, et ça n'a pas été décortiqué dans Non. l'article. Et, et Ça le- reste. et je pense que tu vois, parce qu'il y a cette idée simpliste de on hyperventile, donc quand tu inspires, ça active l'orthosympathique, et quand tu es en apnée, tu respires plus, donc c'est le parasympathique. Je suis pas Ouais, sûr que quand ton taux d'oxygène est à 60% ou 40%, tu sois en mode parasympathique. Pas sûr du tout. ouais. Non, je pense. Enfin, moi non plus, j'en suis pas sûr, bien sûr, mais ça semble quand même un peu intuitif. Donc, en fait, si on maintient une apnée trop longtemps, je veux dire, à partir du moment où on croit qu'on va mourir, donc forcément, il y a un mécanisme de stress qui se met en place pour dire attention, il faut que je fasse quelque Ouais, c'est chose pour ça. sauver ma peau, quoi. C'est aussi simple que ça, j'ai l'impression. Enfin voilà. Mais non, mais voilà, écoute, quelle heure? Ouais, je veux pas te garder trop longtemps, même si c'est une discussion très intéressante, hein. Pas de souci, Euh, j'ai bloqué une partie de l'après-midi, donc tu me dis. ouais, ouais. Mais ouais, en fait, je, on va commencer à penser à conclure, on va dire. Mais Ouais. si jamais, enfin, par rapport à dans ton cursus, par exemple, d'enseignant, euh, est-ce que tu as des anecdotes, par exemple, des témoignages, des résultats que tu as eus avec des clients qui t'ont particulièrement marqué? Alors, oui. Alors, on va partir sur du léger d'abord. Justement, c'était sur la fameuse respiration 4-7-8. Ouais. Une personne que j'ai maintenant depuis quelques mois, non, plus depuis l'année dernière en fait. Et en fait, on a fait un travail sur le 4-7-8, mais maintenant elle respire bien. Vraiment, elle Mhm. a, elle a une respiration qui est propre. Et à la fin du 4-7-8, il était somnolent et il me fait, putain, mais c'est la première fois que ce truc-là marche. Mhm. Et ça, c'était vraiment super drôle parce que justement, je crois 2 semaines ou 3 semaines avant, j'avais écrit un article sur le fait que tu pouvais pas mettre en place les techniques respiratoires si tu savais pas respirer de base. Et là, voilà, ça c'était une anecdote sympa. Après, il y a eu des trucs un peu plus lourds, on va dire. Alors, je vais pas trop rentrer dans les détails, mais donc ma femme est médecin et une certaine de ses patients, en fait, qui avaient des trucs, voilà, j'ai eu l'occasion de travailler avec, et donc des gens qui sont suivis. Et en fait, c'est ça qui m'intéressait, c'était travailler avec des gens qui étaient Mhm. suivis en pluridisciplinaire, parce Ouais. que, et notamment depuis un moment, avant que j'intervienne, comme ça, tu as un avant-après, et c'est carré. Tu vois, s'il y a Ouais. un effet, c'est carré. Mais en fait, Ouais. la personne était sous morphine, hein, donc machin Mhm. assez lourd. Et en fait, donc c'est un gros travail, j'ai fait un gros travail justement sur les tissus, qui étaient vraiment trop verrouillés, donc respiration mauvaise, enfin, tout un tas de trucs. Et j'ai fait un gros travail sur elle, et en un mois, plus de morphine. Oh, waouh. Ouais. Oui, Donc, non, ça tu doit vois, être. ouais, Ouais. encore une fois, ça c'était intéressant parce que c'était une personne qui était suivie. Je prends très peu Mhm. de personnes qui n'ont pas un vrai suivi derrière parce que, encore une fois, c'est pas mon métier de faire ça. Donc, je fais ça plutôt pour la recherche, on va dire. Mhm. Et du coup, je prends que des personnes sur qui je pense pouvoir avoir quelque chose et où il y a une forme de suivi objectif. Ouais. Donc, ça, c'était un cas assez intéressant. Après, une autre, pareil, que je suis depuis un moment, qui fait des grosses crises d'angoisse pour des raisons personnelles assez lourdes. Et en fait, j'ai débloqué petit à petit ce truc-là, qui faisait qu'elle ne pouvait même pas aller travailler, hein.
Mhm. depuis quasiment un an. Et Mhm. finalement, en débloquant, ben, là, ça commence commence à retourner au travail, ce genre de choses. Donc ça, D'accord. c'était plutôt sympa aussi. Ouais, Donc, ouais. ce qui est assez hallucinant finalement, c'est qu'avec un outil aussi simple, tu Mhm. arrives à débloquer des situations qui sont parfois très très lourdes. Mhm. Et ce qui est hyper intéressant, c'est que c'est des situations où les gens sont en suivi pluridisciplinaire. Ouais. Et la respiration de base, en fait, est un outil pluridisciplinaire, puisque tu t'attaques à la fois à la mécanique, au système nerveux, à la physio et au métabolisme. Mhm. Ouais, Donc, tu as vraiment une approche, j'aime pas le terme holistique parce que c'est un peu trop dévoyé, mais tu as une ouais. approche globale sur les différents points que typiquement tu vas avoir. Si tu veux avoir un truc comme ça, il faut que tu aies un médecin qui fasse plutôt de la posture, tu vois, Mhm. donc je sais pas, de la rééducation ou autre. Tu as un pneumologue, tu vas avoir un psychiatre, tu vas avoir. Toi, tu travailles tout d'un coup en fait. Donc, Mhm. c'est quand même un outil qui est assez puissant. Et bah là, je suis assez content parce que dans les prochains moniteurs qui arrivent, il y a 2 kinés donc Ok. qui vont pouvoir commencer vraiment et qui commencent d'ailleurs à appliquer ces trucs-là sur leurs patients. Mais ça montre que tu as vraiment un outil qui est puissant, pluridisciplinaire, et surtout, ça montre qu'il y a énormément de problèmes que les gens ont et qui est certainement lié à une mauvaise respiration. Mhm. Je pense que tu vois tout ce qui va être autour de la fibromyalgie, Ouais. euh, parce que j'ai eu un cas aussi comme ça. Je suis persuadé que par la respiration, tu peux faire beaucoup de choses. Et je me demande, en poussant, hein, je me demande même si ce n'est pas des gens qui deviennent fibromyalgiques parce qu'à un moment donné, leur respiration a fait un switch. D'accord. Carrément. Non, Bref, mais ouais, regarde, hein, tu respires par la ouais, bouche. ouais, Tu es stressé. Tu as ouais. un stress intense, ce qui veut dire que ton diaphragme de base, pendant un moment, il va être bloqué. Toi, Ouais. tu vas respirer par la bouche parce que de base, tu respirais par la bouche, donc tu rajoutes les deux. Ce qui veut dire que tu vas constamment exciter ton système nerveux. Que posturalement, vu que ton diaphragme est bloqué, tu vas être de moins en moins mobile et ça Mhm. va monter de plus en plus ta respiration. Ton Ouais. diaphragme est bloqué, tes fascias ne bougent plus. Les fibromyalgies, c'est quoi? C'est une maladie des fascias, hein. Globalement, c'est à tous les tissus qui sont rétractés. Et Mhm. ton système nerveux ne redescend jamais en parasympathique. Bah, Ouais. pour moi, tu es quasiment sur Mhm. la définition de la fibromyalgie, hein. Ouais, ouais, ouais. Non, c'est. Enfin, je suis pas expert, mais je vois ce que tu veux dire. Enfin, d'après ce que j'en ai vu, vraiment, c'est une sorte d'inflammation généralisée. Ouais. Non, c'est. Donc, c'est un outil qui, pour moi, même alors, on n'a pas le droit de le dire parce qu'on n'est pas médecin, mais qui Oui. peut présenter, il faudrait que les médecins l'utilisent quasiment en curatif. Mhm. Mais Pas c'est à bien la que tu aies place trouvé d'eux, hein, un. mais, Oui, euh, bien sûr. mais enfin, vraiment en accompagnement, au même titre que tu fais de la kiné. Donc, pourquoi, Ouais, pourquoi on te fait bouger les bras, mais on ne te fait pas respirer correctement? Enfin, ouais, tu vois, c'est pas aberrant, quoi. ouais. Non, j'allais. Ouais, non, je. Bah, quand on parlait, c'est ce qui me venait en tête. Je me dis, ouais, en fait, tu fais une sorte de travail de kiné, mais sur le système respiratoire, quoi. Hmm. Mais c'est bien que tu aies trouvé un environnement pour faire ça, justement, dans un environnement contrôlé, avec des gens qui regardent un peu ce qui se Bah, passe avec une c'est spécialité différente, un regard. Au c'est moins, ça vital, permet mais s'il y a quelque chose que, comme tu dis, tu n'es pas médecin, que tu n'es pas ouais. capable de toi voir, bon, bah, eux, ils le verront, quoi. Hmm. Euh, et ça peut éviter des dégâts, hein. Enfin, Mais je pense que c'est important justement de travailler comme ça. Et il n'y a qu'en travaillant de toute façon avec des gens comme ça où tu vas pouvoir en fait légitimer la pratique. La oui, tout à fait. pratique, Ouais. la légitimation de ce genre de pratique ne passera pas par des profs qui font du yoga ou machin et qui font leur truc dans leur coin. Ça va passer par le fait de montrer aux gens qui sont décisionnaires sur la santé et sur ce genre de choses que ça marche. Et Mhm, ça va passer forcément par de la publication scientifique, ça va passer par ce truc-là. mhm, Si ça passe par ce truc-là, comme dans à peu près tout ce qui existe, tu vas avoir des gens qui vont faire des trucs bien et tu vas avoir plein de gens qui vont faire n'importe quoi. Et ça va passer dans le champ des pseudosciences et de tout ce truc-là qui... Ouais, c'est un bordel en fait. oui. C'est Non, un non, bordel. je vois très bien de quoi tu parles, hein. Il faut marcher sur la ligne de crête, hein, Ouais. faire attention de ne pas tomber d'un côté comme de l'autre. Et plus en fait tu auras de support, et ça je pense que c'est aussi, enfin,
tu vois, c'est pas que je suis dans un environnement comme ça, mais c'est en fait, j'ai créé un environnement comme ça. Et je pense Mhm. que c'est aussi de notre responsabilité d'essayer d'aller voir ce type de personnes qui, souvent, on dit les médecins, ils sont fermés. Non, les médecins, ils sont pas fermés, ils sont occupés. Donc, Oui. évidemment, quand tu as quelqu'un qui vient sans argument scientifique, sans rien, et qui dit, ben, moi, quand je fais ça, ça marche, ben, oui, il va t'écouter d'une oreille. Maintenant, tu viens, Mhm. tu lui montres pourquoi ça doit marcher comme ça, qu'est-ce qui supporte l'idée, etc., bah, il va t'écouter. Enfin, ils ne sont pas idiots non plus. Mhm. Donc, Ouais. là, il faut leur amener une information de qualité et on va dire un raisonnement de qualité qui au moins les pousse à s'interroger. Et si tu Mhm. fais ça, bah, tu vois que finalement, tu as pas mal de gens qui sont dans la santé et qui vont s'intéresser à ce que tu fais. Et je pense que, surtout toi, tu as les outils qu'il faut pour faire pareil, en fait. Mhm. Je pense qu'il faut qu'on s'entoure de ce genre de professionnels pour que la pratique soit, on va dire, reconnue et qu'elle puisse bénéficier au plus grand nombre. Parce que tant que Ouais. les médecins n'auront pas dit, de la même manière que la nutrition, tant que les médecins, en fait, prescriront pas ce genre de choses, ben, ça Mhm. restera dans le champ des pseudosciences. Ouais. Non, mais je vois très bien ce que tu veux dire. Enfin, moi qui suis passé par des problèmes de santé chronique où j'avais aucun, enfin voilà, j'avais aucun problème à la fois m'orienter vers la médecine dite classique et des choses totalement alternatives, parfois des trucs dont j'ai même pas envie de parler. Enfin voilà, mais quand on est dans le désespoir, on n'hésite pas à y aller. À chaque fois que j'ai parlé à des médecins, voilà, de ce que je pouvais essayer de choses un peu bizarres entre guillemets. euh, à chaque fois que je leur ai, comme tu disais, hein, je leur ai parlé en trouvant les bons mots, les arguments et tout, ils étaient toujours intéressés. Ah oui. Parce qu'en fait, les médecins, qu'est-ce qu'ils veulent au final? Ils veulent que les gens aillent mieux, c'est tout, quoi. Donc s'ils voient quelque chose qui a l'air de produire des résultats, ça va, forcément, ça va les. Enfin, voilà. Ouais, pour vraiment travailler avec, être proche de certains, ils ne sont pas idiots. Ils savent qu'il y a plein de choses. Typiquement, la fibromyalgie, aucun d'entre eux ne s'est donné une définition. Et ils savent que Ouais. quand ils ont un machin comme ça, ils mettent ça dans le gros panier du psychosomatique. Mais Mhm. il y en a beaucoup qui ne sont pas du tout satisfaits de ça, mais ils n'ont pas de solution. Donc, qu'est-ce que tu veux C'est faire? ça, ouais. Donc, Ouais, ouais, ils ne sont pas idiots. Tu leur amènes des arguments, ils vont t'écouter. ouais. Non, oui, je Surtout suis la nouvelle entièrement génération. d'accord. Ouais. Non, ouais, et de toute façon, enfin, moi, je vois, moi, dans ma pratique personnelle, un de mes credos, c'est ne jamais travailler en opposition avec la médecine, parce que ça mène nulle part. Déjà, je Non, pense que c'est non, idiot, parce que l'histoire a quand même montré que la médecine a quand même servi, elle nous a quand même bien servi, hein. Donc, ça serait quand même idiot de s'en passer. Et de deux, bah, se mettre en confrontation avec la médecine, bah, ça mènera juste à une sorte de radicalité et puis à des pratiques un peu, oui, et voilà, puis encore une fois, on a tout à y perdre parce que si tu es contre la médecine, ça veut dire que contre la médecine va globalement t'invalider. Et ça veut dire que les seuls gens qui viendront te voir, c'est des gens qui sont finalement anti-système. ouais, Ce qui, non, con- c'est ça. ce qui concerne, ok, beaucoup de gens, mais pas la majorité des gens. Et en gros, avec ce comportement-là, tu fais que la majorité des gens, parce que la majorité des gens a des problèmes de respiration, et je pense Mhm, que le stress général, la fatigue chronique générale est liée mhm, en partie au fait qu'on respire mal. mhm. Si tu as le soutien des médecins, tu touches ces gens-là. Si tu es Ouais, contre les médecins, ces gens-là vont t'ignorer. Si le but c'est de faire du bien aux gens, bah tu mhm. fais ce qu'il faut pour quoi. Ouais, C'est tout. exactement. Ouais, ouais. Aider le plus grand nombre. Comme je dis souvent, aider les gens normaux qui ont des problèmes normaux. Ah, bien sûr. Euh, c'est ce qui me motive, moi. Écoute, euh, on va conclure. Je veux Ouais. juste savoir, voilà, pour que les gens qui écoutent, savoir où est-ce qu'on peut te trouver, parce que bon, là, tu nous as parlé que tu faisais du coaching un peu en individuel, mais tu as aussi des cours, hein, c'est ça? Tu fais des cours en Oui, ligne, alors en fait, des choses comme ça? enfin, le groupe de mon activité, c'est mes cours en ligne via mon Ouais, blog, donc ouais, l'artdelarespiration.fr. Le coaching privé, pour être très honnête, j'essaie le plus possible de ne pas en faire. ouais. Donc, je ne prends que des gens, encore une fois, sur qui je peux avoir un effet certain, ou des gens qui me sont envoyés par justement des médecins pour tenter des trucs, Mhm, dans un cas précis, mais voilà. Voilà. Donc, ouais, c'est plutôt mes cours en ligne, en fait, pour me trouver. Et ouais, évidemment, le blog, où il y a quand même pas mal d'infos. oui, Et oui. là, bah, tu le sais, puisque tu vas être dedans, le livre donc, que je suis en train d'écrire et qui sortira Mhm, certainement.
début de l'été. Voilà. D'accord, Ouais, juin, je super, pense. Juin super. ou juillet. Non, c'est sûr, moi j'encourage vraiment tout le monde à aller voir ton blog. C'est vraiment, il y a vraiment beaucoup de choses. C'est clair, c'est propre, c'est carré. Enfin, moi, c'est un blog que j'aime bien sur la respiration, il n'y a Merci. pas photo. Et franchement, c'est vraiment chouette d'avoir une ressource francophone hein, aussi. Enfin, ça, c'est aussi un aspect sympa pour les francophones euh, qui ne maîtrisent pas assez l'anglais ou quoi. Mais donc, voilà, voilà et je pense que enfin, voilà, si les gens sont intéressés, ils peuvent aller regarder ce que tu fais au niveau du cours en ligne. Euh, et donc voilà, je mettrai un peu les liens, hein, pas de Ouais, toute super, façon. merci. Donc bah, écoute, sur ce, je vais te souhaiter, alors toi, t'es presque en week-end, hein, Ouais, c'est ça. à peu près, ouais. Enfin, voilà. Moi, j'ai ma journée de travail là, qui va bientôt commencer. Euh, Ça m'a fait bien plaisir de te parler. Bah, moi aussi, je te Euh, remercie hein, parce que déjà, je trouvais la discussion très intéressante. Et Merci. justement, le fait d'avoir cette approche-là, je pense que une approche ouverte, mais avec quand même une certaine forme de recul, c'est hyper important. Et c'est comme ça, en fait, qu'on arrivera ensemble à faire monter cette pratique-là. Je ne vois Ouais. pas vraiment d'autres voies pour que ça devienne sérieux. Donc, merci beaucoup pour cette conversation. Et pareil, hein, dans ton travail, pour moi, tu fais partie des personnes les plus intéressantes à aller voir sur la respiration Wim Hof parce que justement, tu as cette approche qui est saine, je trouve. Merci, ça fait plaisir à entendre. Quand les voyages reprennent, hein, peut-être peut-être tu viendras nous enseigner un peu ton art au Ah, Québec, hein. bah, avec On en plaisir. Je suis même reparlera. encore au Canada, donc Non, mais ouais, on en reparlera au ça moment roule. voulu. Bah, écoute, je vais te souhaiter bonne continuation dans Ouais, bah, ce que de tu as même. à faire. Et puis, bah, On se bientôt, hein, retrouve j'espère. on se retrouve de toute façon dans le bouquin où tu Ouais, as gentiment ouais, ouais, accepté de faire une petite partie. ouais. Non, non, c'était un honneur. Ok, bah écoute, salut Yvan, merci. Merci. À Et à bientôt. bientôt. Ciao. Ouais. Ciao. Et ben voilà. Donc c'est fini. Donc voilà, comme je vous le disais en introduction, hein, vous avez vu, hein, quand on discute de respiration avec quelqu'un comme Yvan, on est dans le concret, on est dans le solide, et c'est ce qui fait ce genre de discussion vraiment intéressante. Euh, on sent la passion du gars, enfin voilà, le sérieux, etc. Donc je vais à nouveau vous encourager à aller consulter son excellent blog qui est sur le site artdelarespiration.fr. C'est vraiment chouette d'avoir ce genre de ressources, notamment en français. Donc profitez-en. Euh, allez jeter un coup d'œil, voire deux coups d'œil, trois coups d'œil. Enfin, en général, quand on commence à y aller, on a du mal à en sortir, quoi. Donc voilà, sur ce, je vais vous laisser et je vous dis portez-vous bien et à la revoyure.